millions de dollars qui s'évaporent en pure perte chaque jour. C'est effarant quand on y pense. C'est le prix absurde que paie un géant mondial des hydrocarbures, assis sur des réserves colossales, simplement pour importer du plastique. L'Algérie. De l'exportation de matières brutes à l'hégémonie des polymères, la révolution industrielle silencieuse. Un titre qui résume parfaitement le basculement géopolitique auquel on assiste en ce moment même. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Notre exploration plonge aujourd'hui au cœur d'une transformation qui dépasse de très loin la simple construction d'une usine. Complètement. On s'appuie sur des rapports économiques super récents, des données pointues de l'industrie pétrochimique et des déclarations de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Et ça date de mars 2026, donc c'est du direct. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de disséquer comment un méga projet à Arzeuv est en train de redessiner la carte de la pétrochimie. Et ce que ça signifie pour les équilibres de pouvoir mondiaux, ouais. Parce que, pour saisir l'ampleur du truc, il faut regarder le paradoxe de départ bien en face. Le fameux paradoxe de la malédiction des ressources. Exactement. Vendre du gaz à l'état brut pour ensuite racheter du plastique fini au prix fort. C'est un modèle qui défie la logique. Et c'est structurellement suicidaire. Bah oui. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme posséder un verger géant de tomates, exporter toutes les récoltes par camion entier pour quelques centimes le kilo et payer une fortune tous les matins pour acheter du ketchup fabriqué à l'étranger avec tes propres tomates. Voilà, c'est une hémorragie financière. Près de 2,9 milliards par an. Et pourtant, on nous dit qu'une solution sort de terre en ce moment, le projet STEP Polymers. Mais attendez, comment on passe concrètement d'un gaz enfoui sous le sol à une vraie souveraineté industrielle? C'est pas juste un coup de baguette magique. Non, bien sûr que non. Le passage de l'état gazeux à la suprématie industrielle, ça repose sur une alchimie très précise. C'est opéré par cette filiale de Sonatrach. À Arzeuv, c'est ça? C'est ça, à Arzeuv, dans la région d'Oran. C'est le poumon industriel historique du pays. On parle d'un complexe de 90 hectares, financé par un investissement massif entre 1,5 et 1,9 milliards de dollars. Ah ouais, c'est pas la petite usine du coin. Pas du tout. Et l'objectif final, c'est de sortir 550 000 tonnes de polypropylène par an. Ok, pause. Le polypropylène. Pour que notre audience comprenne bien la transformation chimique, on part de quoi exactement? Alors, c'est fascinant d'un point de vue industriel. On extrait d'abord le propane du gaz naturel local. Le même gaz qu'on utilise pour se chauffer? Exactement le même. Ensuite, dans une unité de déshydratation, ce propane est soumis à des températures extrêmes pour briser ses liaisons moléculaires. Ça en extrait l'hydrogène, c'est qui crée du propylène. D'accord. Et ce propylène gazeux passe enfin dans un réacteur de polymérisation. C'est là que les molécules s'enchaînent pour former de longues macromolécules solides. Et le résultat de tout ça? Les fameuses petites billes de plastique. Voilà, les billes de polypropylène. Ce nom un peu clinique, en réalité, c'est la colonne vertébrale du monde moderne. Donc, on prend de l'énergie brute, on modifie sa structure et ça devient de la base de milliers d'industries. C'est notre fameux ketchup haute technologie. C'est exactement ça. Ces billes, elles sont partout. L'industrie automobile les utilise pour mouler des pare-chocs allégés. Le secteur médical aussi, non? Absolument. Les seringues, les équipements stériles, sans oublier l'emballage alimentaire, le textile, l'isolation des bâtiments. Ce qui veut dire que produire un demi-million de tonnes localement, ça efface d'un coup une immense part de ces 8 millions de dollars d'importation quotidienne. La valeur ajoutée reste sur le territoire. La différence de prix entre le gaz brut et ce polymère de haute technicité est astronomique. Avant, cette valeur s'échappait vers l'Asie ou l'Europe. Là, elle est capturée. C'est de la souveraineté matérielle pure et dure. Je vais jouer l'avocate du diable une seconde. Allez-y. L'histoire industrielle mondiale, elle est remplie d'ambitions monumentales de ce genre qui finissent en mirage total. Le fameux syndrome de l'éléphant blond. Exactement. C'est très beau d'avoir une usine géante avec des tuyaux partout, ça fait des belles photos pour la communication de l'État, mais s'il n'y a pas un tissu d'entreprises locales derrière pour acheter ces billes, les fondre et fabriquer réellement ces seringues ou ces pare-chocs, l'Algérie va juste exporter des billes brutes au lieu d'exporter du gaz brut. Le problème de fond n'est pas réglé, il est juste déplacé. C'est un risque très réel. Bâtir une infrastructure lourde sans écosystème en aval, c'est le piège classique. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, les données sont formelles. Les données de l'API de mars 2026.
Oui, celles présentées par Omar Rekash, le directeur général. Elles contredisent complètement ce scénario catastrophe. Lors d'un atelier stratégique récent, ils ont montré qu'il y a une véritable fièvre d'investissement en aval. C'est-à-dire, on parle de quel volume? À fin février 2026, l'agence comptabilisait déjà 675 projets d'investissement enregistrés, spécifiquement dans la transformation du plastique. 675 projets. Ah oui, le marché anticipe. Totalement. Et sur ce chiffre, 383 sont des créations pures de nouvelles entreprises. On parle d'une valeur déclarée de 138,7 milliards de dinars pour plus de 15 150 emplois directs. Donc les PME se mettent en ordre de bataille avant même que l'usine livre sa première tonne. C'est l'écosystème qui se réveille. Mais attendez, la donnée qui m'a le plus frappée dans ces rapports et qui prouve qu'on n'est pas juste dans du volontarisme politique local, c'est la composition des capitaux. Les investissements étrangers. Oui, on a 6 investissements directs étrangers, purs, et 12 partenariats mixtes. Le capital international, ils s'en fout de la politique algérienne. Il ne suit que la rentabilité. C'est très pragmatique. Bah oui, s'ils viennent poser leurs valises pour transformer du plastique là-bas, c'est qu'ils voient une marge qu'ils ne trouvent plus en Europe. L'équation est implacable pour eux. Vous avez du gaz à un coût extrêmement bas, une production locale de résine et une main-d'œuvre abordable. Ça crée un environnement hyper compétitif. Le marché valide le projet de l'État. Ok, l'ambition est validée, les milliards sont là. Sauf que, et c'est là que l'histoire prend un tournant assez fou, la réalité des méga chantiers, c'est une cruauté absolue. L'ingénierie mondiale s'en moque des beaux discours. Vous faites référence à la crise avec Petrofac. Évidemment. Juin 2023, signature du contrat à Arziev avec Petrofac, le géant britannique. Champagne, photo officielle, tout roule. Et puis le séisme. Octobre 2025. Alerte rouge totale à la Bourse de Londres. Petrofac est placé en redressement judiciaire. Le maître d'œuvre vacille. Dans 99% des cas de ce genre, on connaît la suite. Le chantier gèle. Totalement. Les sous-traitants fuient, les ouvriers ne sont plus payés et l'usine rouille sur place pendant que les avocats se battent pendant 5 ans. C'était l'épreuve du feu pour l'Algérie. L'administration judiciaire au Royaume-Uni, pour un groupe comme Petrofac, c'est censé être un arrêt cardiaque foudroyant, mais la réaction de l'Algérie a prouvé une résilience assez incroyable. Ils n'ont pas paniqué. Pas du tout. En février 2026, au lieu de tout annuler, Sonatrach a affiché un flegme stratégique impressionnant. Ils ont dit que le projet continuerait. Point barre. Soit par réattribution, soit en prenant le relais avec leur propre capacité d'ingénierie. Et le plus ironique dans cette affaire, c'est la réaction des Britanniques eux-mêmes. Les administrateurs judiciaires qui découpaient Petrofac en morceaux, ils se sont battus pour garder ce contrat précis. Au milieu du naufrage, oui. Ils ont dit « non, Arzève, on garde ». Et ça en dit long sur le nerf de la guerre des méga-projets, le financement. Exactement. Si une boîte en faillite s'accroche à un chantier, c'est que c'est une valeur refuge. Dans ce milieu, les clients mettent souvent des mois à payer. Les banques sont frileuses. Mais là, le projet Step Polymers est adossé à Sonatrach. Donc, directement à la rente gazière. C'est ça. Le financement est liquide, garanti, souverain. Les Britanniques savaient que c'était l'un des rares chantiers avec un cash flow positif immédiat. L'ironie est mordante, franchement. Le pays soi-disant en développement qui sert de bouée de sauvetage financière à la multinationale occidentale en faillite. C'est un signal fort envoyé au marché. Ça dit notre industrialisation peut encaisser les pires chocs mondiaux. L'usine d'Argezé, prévue pour fin 2026 ou 2027, elle est sanctuarisée. Mais bon, on ne va pas faire d'angélisme non plus. Il faut regarder le grand échiquier. Produire 550 000 tonnes, c'est énorme pour eux. Mais l'Algérie s'assoit à une table avec des poids lourds. Les mastodontes du Golfe. Les pays du Golfe. Ils ont commencé cette stratégie post-pétrole il y a des décennies. Et leurs moyens défient l'entendement. Si on compare les chiffres, l'Algérie fait presque figure de petit poussé. Le panorama concurrentiel fait peur, c'est vrai. Le Moyen-Orient inonde la planète de polymères. Prenez l'Arabie Saoudite, avec le complexe amiral à Jubail. Projet conjoint avec Total Energies, si je me souviens bien. Oui, on parle de 11 milliards de dollars. 11 milliards contre 1,5 pour Arzève. Et pour produire 1,65 million de tonnes d'éthylène par an. Les Émirats ripostent avec Borouge 4, 1,4 million de tonnes. Le Qatar, avec Ras Laffan, veut doubler sa production d'ici fin 2026. Donc mathématiquement, face à des volumes qui font le triple ou le quadruple d'Arzève, la stratégie algérienne semble vouée à l'échec. Ils ne peuvent pas gagner sur la quantité. Non, la bataille du volume est perdue d'avance. Alors c'est quoi l'arme fatale ?
Parce qu'il y en a forcément une. La logistique ? Tout à fait. La géographie est un dictateur économique beaucoup plus puissant que le volume. Dans l'industrie lourde, la distance, c'est pas juste du temps, c'est du risque. C'est de l'assurance, c'est du coût. Décortiquons ça pour notre audience. Le plastique saoudien ou qatari, pour arriver en Europe, il fait quel trajet ? Un véritable parcours du combattant. Un navire part du golfe Persique. Il doit franchir le détroit d'Ormuz. Qui est une poudrière géopolitique permanente. C'est ça. Ensuite, il navigue le long du Yémen, remonte la mer Rouge sous la menace constante des tensions régionales. Les primes d'assurance maritime explosent dans cette zone. Et enfin, il doit passer l'entonnoir du canal de Suez. Avec les droits de passage exorbitants et les embouteillages géants. Voilà, c'est long, c'est cher et c'est extrêmement fragile stratégiquement. Et pendant ce temps-là, on regarde la carte du port d'Arzeu. Argé est à une simple traversée de ferry du sud de l'Europe. C'est ça qui est dingue. De l'usine algérienne jusqu'au port de Marseille, Gênes ou Barcelone, on compte le trajet en heures ou en quelques jours maximum. Les primes d'assurance sont dérisoires en comparaison. Aucun détroit dangereux à traverser, l'itinéraire est direct. L'équation se révèle là. Le gaz naturel ultra bon marché sur place, la transformation immédiate et la livraison quasi instantanée sur les marchés européens ou africains. L'Algérie cesse d'être juste un puits de gaz. Elle devient un pôle de transformation logistiquement imbattable. C'est ce raccourcissement extrême de la chaîne d'approvisionnement qui modifie tout. Ça va s'infiltrer dans notre quotidien à tous. Les pièces de nos futurs frigos, l'isolation de nos maisons, les emballages. La gravité industrielle se déplace vers le sud de la Méditerranée. Et c'est là que ça soulève une réflexion très profonde. Et peut-être très inquiétante pour les équilibres traditionnels en Europe. Vous pensez à l'industrie pétrochimique européenne elle-même ? Évidemment. Historiquement, sa toute-puissance s'est battue sur une perfusion d'énergie bon marché venant du Sud. Le gaz brut algérien traversait la Méditerranée pour alimenter les usines en France ou en Allemagne. L'Europe captait la valeur ajoutée en faisant la transformation. Pire encore, comble de l'ironie, l'Europe revendait souvent le plastique fini à l'Algérie. La fameuse division internationale du travail, toujours au profit du Nord. Sauf que cette architecture est en train de s'effondrer. Totalement. L'industrie lourde européenne suffoque aujourd'hui sous les coûts énergétiques. Et de l'autre côté de la mer, vous avez une Algérie souveraine qui garde son gaz, qui le transforme elle-même et qui va inonder le marché avec un produit fini beaucoup moins cher. Ce qui nous amène à la vraie question qui fâche. Celle qu'il faut se poser à l'issue de cette analyse. Oui, si la rive sud monopolise la transformation de son propre gaz, comment le vieux continent va-t-il survivre ? Sevré de gaz pas cher et concurrencé sur le produit fini à sa propre porte. Est-ce qu'on n'assiste pas, à travers ces centaines de milliers de tonnes de polypropylène, à un transfert pur et simple de l'hégémonie industrielle d'une rive à l'autre ? La matière première ne dicte plus seulement les profits énergétiques. Elle est en train de réécrire les règles de la domination industrielle. Ce qui sortira d'Arzeu façonnera la réalité matérielle de demain. Gardez un œil là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui.